Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci au studio Schmooze. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour, Dr Van Lemans. Bonjour, enchantée. Ravie de vous avoir pour ce moment de partage autour d'un sujet qui touche beaucoup de femmes et leurs proches aussi. Donc vous êtes médecin oncologue, on dit ? Oui, tout à fait, je suis oncologue médicale. J'ai vraiment le souhait que vous puissiez nous présenter votre parcours. Pourquoi est-ce que vous êtes devenue soignante, médecin ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire ? C'est une bonne question, c'est une longue histoire. En fait, j'ai souhaité faire médecine, j'étais assez jeune, et finalement, le choix de la cancérologie a été une logique par rapport au stage que j'ai fait, parce que je voulais vraiment allier la relation à l'autre et la médecine. Donc la qualité de la relation avec une relation riche dès le départ et touchant au sujet très important de la vie quotidienne. Et en fait, je l'ai trouvé dans la cancérologie, où sur le plan, on aborde un petit peu l'ensemble de la vie de la personne, en prenant toutes les facettes et tous les domaines importants de la vie, et aussi on s'occupe aussi des proches. Et ça correspondait à vraiment ce que je souhaitais faire avec les patients. Et c'était déjà toute petite, ce désir ? En fait, au départ, je voulais faire pédiatrie, et après, je me suis rendu compte que j'ai fait un peu de l'hématologie pédiatrique et de la cancérologie pédiatrique. Et après, je me suis rendu compte que chez la personne adulte, il y avait c'était très bien aussi en pédiatrie, mais les enfants, la souffrance était telle chez les parents que je me suis rendu compte à quel point les parents devaient aussi être aidés. Et voilà, c'est donc tout naturellement que je suis arrivée à m'occuper des personnes adultes et en cancérologie. Donc ça fait longtemps que vous travaillez ici au centre Oui, ça fait 33 ans que je suis là. 33 ans. Ouais. Et oui, en fait, j'ai fait assez vite des stages ailleurs, mais aussi des stages ici. Et oui, ça a été une évidence pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont souhaité que j'aille travailler ailleurs, à les rejoindre, mais travailler au centre Oscar Lambret, qui a vraiment cette mission de soigner uniquement les personnes qui sont touchées par un cancer, avec cette relation de bienveillance. C'est quelque chose qui me semblait très important. Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup ici dans le service. Je ne connaissais pas, et le peu de fois que je suis venue, c'est impressionnant comment vous êtes très reliés entre vous. Ouais, je pense que le fait de travailler ici, tout le monde ne peut pas venir en cancérologie, et je pense qu'il faut être prêt à cette relation et cette souffrance aussi, parce que c'est difficile aussi. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les patients, quel que soit leur parcours, quel que soit aussi la fin de leur parcours, qu'ils aillent bien ou qu'ils aillent moins bien. Et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir les accompagner, et je crois que c'est une grande force de notre institution. Oui. Est-ce que, avec tout ce parcours, et puis on parlait de notion de souffrance, si vous deviez parler de la douleur avec vos mots, votre parcours, ce serait... Alors, en fait, je crois que la souffrance, c'est multifactoriel. C'est la souffrance morale aussi, c'est la souffrance physique,
Et c'est souvent allié, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que je fais aussi le distinguo entre la douleur chronique, c'est-à-dire qui dure plus de 3 mois, qui vient impacter la vie quotidienne. Donc l'intensité de la douleur est aussi quelque chose qui est très importante. Donc c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment pouvoir... On sait que c'est sous-estimé par les soignants, par les proches, des fois par le patient lui-même, en disant si je le dis, peut-être que les soins seront différents. Exactement. Et en fait, il faut vraiment être dans cette ouverture sur est-ce que vous avez mal ? De quelle manière, c'est-à-dire quelle est l'intensité. On a vraiment un rôle de dépistage, d'évaluation, de proposition et de réévaluation. Et la douleur chronique, c'est vraiment, ça vient impacter toutes les dimensions. Dimension physique, mais aussi dimension psychologique, sociale, puisque quand on a mal, on va moins sortir, on va être plus désagréable. Donc en fait, les gens vont être moins sympas aussi. Et c'est vraiment un impact très très fort sur la vie quotidienne. Donc on a vraiment... et c'est une dimension subjective qui est désagréable de toute façon et qui vient aussi générer des angoisses. Et vous savez, on a des types de douleurs, ce qu'on appelle notamment des douleurs neuropathiques, où la personne, elle est guérie, ou en tout cas, elle a plus de maladie, mais elle a des effets secondaires des traitements et qui ont un impact très important et qui vient générer des angoisses en se disant c'est peut-être que j'ai encore quelque chose. Donc si c'est pas bien expliqué, si c'est pas bien pris en charge par des techniques médicamenteuses, non médicamenteuses, il y a tout ce qui va autour, vraiment une prise en charge multi-professionnelle et voilà, je crois que c'est vraiment très important. Merci pour ces précisions, parce que c'est vrai qu'on peut mélanger la souffrance et la douleur, et puis même la classification de la douleur, des fois, elle n'est pas très connue. Et aujourd'hui, comment s'organise votre travail ici ? Comment déjà ça a évolué en 33 ans ? Vous avez eu des changements ? Je pense vraiment, on a eu les plans cancer ont permis de bien améliorer les choses, notamment le dispositif d'annonce avec j'étais dans les premières à travailler sur ce sujet avec le plan personnalisé de soins et puis le fait qu'il y ait la consultation paramédicale, et ça a été une vraie avancée. Parce qu'il y a certains soignants qui partaient du principe que, en fin de compte, pour une raison d'autonomie, on va pas aller chercher le contexte du patient, comment il vit les choses, dans quelle manière. Et là, ça a été vraiment une prise en compte du contexte du patient, de la façon dont il vit les choses, est-ce qu'il est aidé avec ses proches, est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement, et sur tous les domaines du soin de support. Et c'est vrai que moi je trouve que ça a été une belle avancée. Et après, donc là aujourd'hui, on est vraiment aussi dans la notion de parcours. Et là, c'est vrai que depuis 3 ans, on a mis en place un parcours après cancer, qui se légitimait par le fait que, en fin de compte, de par notre expérience, on se rendait compte que les patients ont un sentiment d'abandon à la fin des traitements, parce que en fin de compte, on leur dit tout va bien, on vous revoit dans 6 mois, ou vous serez suivi par votre gynéco, etc. Et au final, elles vont pas si bien que ça, et elles ont besoin d'avoir un cadre et en tout cas qu'on les accompagne. Et c'est vrai qu'on a mis en place un parcours qui a l'intérêt de prendre le patient au cœur de sa santé, c'est-à-dire qu'il va recevoir un auto-questionnaire d'évaluation de son état de santé et de ses besoins. Et donc, nous, on va rappeler s'il y a des alertes, c'est-à-dire qu'on a mis des alertes, notamment sur la douleur, sur le côté psycho, sur l'emploi, est-ce qu'ils ont des difficultés par rapport à la reprise ou à un changement, par rapport au poids, au surpoids, ou au contraire, par rapport à l'activité physique aussi, parce qu'on peut faire de la prévention et on peut les aider par rapport à ça, par rapport au tabac. Enfin, on a mis plusieurs items pour lesquels on pouvait aussi les aider, les accompagner. L'aide et l'accompagnement. Et ça permet d'avoir une prise en charge individualisée, précoce. Et notamment, moi, je me suis rendu compte que des fois, les personnes ne prenaient pas, par exemple, leur traitement hormonal par peur des effets secondaires. Ou qu'ils l'avaient arrêté parce que ça allait pas. Et le fait de les voir très vite après, parce qu'on fait une consultation multiprofessionnelle avec une infirmière. Et en fait, le fait d'avoir vu toutes ces difficultés, on les accompagne en disant écoutez, on va essayer telle ou telle possibilité. On les envoie aussi
pour des accompagnements. Vous savez, dans la région, on a les espaces ressources cancer, donc qui rendent vraiment service. Et ici, on a mis en place un parcours Mon Sport Santé pour accompagner les patients donc qui sont pris en charge. On a mis en place aussi un parcours par rapport à l'emploi, et on va mettre en place un parcours avec l'Institut Pasteur sur les surpoids et les personnes qui ont des surpoids et qui vivent mal les choses, quoi. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner dans le parcours de santé, vraiment là c'est un parcours de santé, parcours de vie, essayer d'accompagner les personnes et leurs proches, parce qu'en fin de compte, si la personne va bien, on a fait des études, j'ai porté des études sur la qualité de vie du couple chez la femme, la femme jeune et son conjoint, pour voir en fin de compte comment vivait aussi le compagnon, le compagnon, le partenaire, puisque c'est quel que soit le partenaire. Oui, ça peut être une femme. Et voilà, tout à fait. Et voir un peu comment les personnes vivaient les choses. Et ça a été vraiment très riche de résultats, de résultats, on essaiera de les partager. Aussi de ce qu'ils vivaient, ou au contraire des écarts qui pouvaient avancer au fil du temps, ou des choses qu'on n'ose pas dire, parce que si on dit qu'on est fatigué, le conjoint il va avoir un peu la trouille et il va s'inquiéter. Enfin, des fois c'est pour se rendre service, mais ça rend pas service. Non, c'est ce que vous disiez avec la douleur. Les difficultés par rapport à l'image corporelle, ses sensations, et puis par rapport à la sexualité, c'est vrai que ça vient impacter aussi la maladie, et aussi les traitements. Ça avait un impact fort aussi sur l'intimité, sur la santé sexuelle, avec quelques non-dits aussi de ce fait. On va aborder ça dans notre épisode, comme ça vous nous donnerez vos astuces, parce que vous en avez plein. Et donc, quand une femme arrive ici au centre Oscar Lambret de Lille pour son cancer du sein, vous la voyez à quel moment? Comment est-ce qu'elle est orientée vers vous? Comment est-ce que vous l'orientez? En fait, on a mis en place donc des parcours. Donc, il y a le parcours rose, quand la personne vient pour la première fois. Donc, elle est prise en charge par les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes. Et en fait, moi, c'est plus, on me les envoie quand il y a... Donc, on les voit de façon systématique, comme je vous ai dit. Avec une infirmière. Quand ils ont terminé leur traitement, on les voit à 6 mois. Et en sachant qu'entre 3 mois, entre J90 et J115, J105, en fait, ils reçoivent cet auto-questionnaire, et donc qui nous fait un drapeau rouge quand il y a une alerte, et on les appelle et on met en place ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fonction de... En fait, on s'est rendu compte sur les premières estimations, sur les 400 premières patientes sur 9 mois, qu'on avait 75% d'alertes. Donc, ça veut dire 3 personnes sur 4 ont des alertes. C'est beaucoup. C'est énorme. Et les premières alertes, dans 65% des cas, c'est des douleurs. Donc, c'est quand même énorme. Après, c'est tout ce qui est psychologique. Après, il y a aussi les effets secondaires des traitements, bien sûr, qui sont dans les alertes. Et puis après, c'est des difficultés par rapport à l'emploi, c'est le surpoids, c'est la sédentarité. Comme si il se refermait. C'est ça. Donc là, c'est vrai que ça nous a... Donc on les voit de façon très précoce, on met en place ce qu'il faut en fonction. C'est pas forcément tout au centre, on met aussi en place ailleurs. Et après, on les revoit à 6 mois, donc ensemble, en multi avec l'infirmière. Et donc l'idée, c'est de les accompagner. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont bien et qui n'ont pas besoin d'être forcément suivies au centre. Comme ça. Mais au moins, ils ont un cadre, et voilà, il y a moins ce sentiment d'abandon. D'abandon qui était... Même plus d'ailleurs. Mais c'est vraiment super d'entendre ça et de voir cette implication en fait de l'équipe aussi, je trouve. Qu'est-ce que vous pensez qui fragilise le plus vos patientes en fait ? Est-ce que vous avez vraiment un domaine... Il y a des éléments pour lesquels ce qui est la difficulté la plus difficile à accompagner, c'est quand il y a cette angoisse de risque de récidive. Et des fois, c'est pas du tout en rapport avec la gravité de la maladie. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est
des fois, il y a des personnes qui sont comme ça de base, qui sont déjà très angoissées de base, et puis et elles vivent cette situation, même si, en fin de compte, on a beau leur dire que probablement qu'elles sont guéries. C'est ça la difficulté du cancer, c'est qu'on n'a pas l'absolu. Et aujourd'hui, voilà. Et donc aujourd'hui, on est tout à fait franc et on dit, voilà, on a de bons arguments pour dire que probablement que vous êtes guéri, mais on explique bien pourquoi et pourquoi on peut pas savoir exactement. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, en fait, il y avait beaucoup de personnes, notamment les chirurgiens, qui disaient vous avez un petit cancer, vous êtes guéri. Et des fois, on les revoyait malheureusement avec une récidive. Oui. Et les patients avaient l'impression d'avoir été un peu trahis, mentis. Voilà. Et après, la confiance était compliquée. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette relation en expliquant ce que c'est qu'un cancer, en expliquant qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait pas, et que on réfléchit en fonction des facteurs de risque, en fonction de en étant tout à fait vrai. Dans une clarté avec la personne. C'est ça, en disant il y a des inconnus, mais on vous accompagne par rapport à ça. Et on peut pas lever toutes les inconnues, c'est sûr. D'accord, donc les récidives. On a des chiffres à peu près ou c'est... Parce que je sais qu'on dit ça entre 5 et 10 ans, il faut surveiller un peu plus. Oui, alors des chiffres en soi, c'est compliqué parce que toute personne a une maladie assez unique. Oui. Et on sait de plus en plus qu'il y a plein de caractères très... Vous savez, maintenant, on sait qu'il y a des facteurs de croissance. On sait, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traitements ciblés, etc. Qui apparaissent sur le marché. C'est complexe. Donc, on peut pas aujourd'hui assurer à 100% à une patiente, même si on a des bons... On arrive à de plus en plus approcher la maladie avec ses facteurs, mais on peut pas être... Ce serait malhonnête de dire on est sûr, voilà, vous êtes guéri, ou on est sûr que la chimiothérapie va vous apporter et que vous n'aurez plus de récidive, et on est sûr que non. Ce serait malhonnête de dire ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir ce chiffrage, et puis même ça créera. Et puis une personne est 100%. Moi, sincèrement, de donner des chiffres, je crois que c'est mauvais. Enfin, c'est pas. Et des fois, on essaie vraiment de rassurer les patients quand vraiment il y a pas. Mais après. Voilà, des fois ils ont pas du tout perçu, et moi je les vois à la fin et ils m'ont dit mais pourquoi j'ai reçu une chimiothérapie, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi... Et c'est étonnant parce que ça arrive vraiment super tard. Oui, parce qu'ils étaient dans le parcours. J'explique pourquoi une hormonothérapie, comment ça marche, qu'est-ce qu'on attend, et en fait il y a du temps. Le temps du patient n'est pas le temps et son propre temps. Oui. Et l'accompagnement, c'est justement, et nous, c'est à nous de rebondir en disant est-ce qu'il y a des choses que vous avez pas compris, et aborder différents points en disant notamment sur la santé sexuelle. Hein. Des fois, il y a des personnes qui vont pas vouloir l'aborder, mais en même temps, on en parle, on dit on est là si vous voulez l'aborder à un moment donné, ou d'autres choses par rapport à l'emploi. Là, c'est vrai qu'on se rend compte que chaque chose en son temps. Oui, c'est ça. C'est comme s'ils sont tellement déjà présents. Il y a une forme de présence qui s'installe pendant tout le parcours de soins. Au début, c'est de toute façon, il y a des timings. J'y vais, je fonce un peu, et puis après, c'est l'espèce de choc post-traumatique. On l'a de temps en temps. Les patients en parlent. D'accord. Et j'aimerais que vous puissiez aborder avec nous les hormones, parce qu'on sait que la femme, déjà, elle est régie par une valse d'hormones avec son cycle menstruel. Et puis le sein est très lié aussi à nos hormones, à notre cycle, à l'utérus, aux ovaires. Et c'est quand même une maladie qui est en lien avec tout ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Je sais que c'est très complexe, mais ça pourrait vraiment éclaircir... En fait, globalement, il faut savoir que le cancer du sein est fréquent. C'est globalement une femme sur 7 qui aura un cancer du sein dans sa vie. Ça survient surtout en situation de ménopause. Donc, en sachant que la ménopause, elle est définie, ça peut être de 45 ans à 55 ans. Donc voilà. On a toujours alors ce que on essaie de faire comprendre aux patients, en fait, quand on a un cancer hormonosensible, en fait, c'est l'œstrogène qui agit comme stimulant, d'accord ? On a toujours une sécrétion d'œstrogène, même quand on est ménopausé. Oui, c'est ça, on pourrait se dire... en se disant, en fin de compte, c'est bon, j'ai plus d'œstrogène. Mais non, parce qu'on a une glande qui s'appelle la glande surrénale qui va transformer une hormone en œstradiol. Par une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail. Donc, un médicament, ça vient bloquer, ça s'appelle une anti-aromatase, ça vient bloquer ça.
c'est pas sans inconvénient. Et des fois, on donne ce médicament aussi chez les femmes plus jeunes. Donc, chez les femmes plus jeunes, on a un médicament qui s'appelle le tamoxifène qui vient bloquer les récepteurs. Mais des fois, on vient bloquer. Alors, vous imaginez bien une personne qui a, non seulement elle reçoit de la chimio, on a préservé pour qu'elle puisse avoir une possibilité avec de filles ou d'enfants. Voilà. Alors souvent, ça peut marcher tout à fait spontanément. Hein, c'est pas du tout. Mais maintenant, la fertilité, la préservation est toujours discutée en amont, en fonction des souhaits du patient, de l'âge, pour faire une préservation des ovocytes. Pour qu'il puisse... et puis, c'est super important pour le patient. De toute façon, ça fait partie d'une obligation aujourd'hui, heureusement. Et donc, des fois, en fait, les personnes, on vient associer un médicament qui va venir bloquer, qui va venir induire une ménopause, plus le médicament dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, en fin de compte, tout d'un coup, les personnes elles se retrouvent avec de la chimiothérapie qui vient déjà impacter, notamment sur la libido, et puis tous les effets secondaires. Plus, on vient les mettre en situation de ménopause, donc avec tout ce que ça induit comme situation brutale de ménopause, plus un autre médicament qui peut générer d'autres douleurs, d'autres impacts, notamment les douleurs articulaires. Et donc c'est vrai que c'est pas anodin. La chimio, ça a un effet, c'est difficile pendant un moment, mais on peut avoir des séquelles, mais voilà. L'hormonothérapie, c'est un médicament que vous allez prendre pendant 5 ans, voire 10 ans. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de les accompagner. Sinon, il y a eu des études qui ont été faites, qui ont montré, par exemple, le tamoxifène, à 1 an, il y avait déjà une personne sur 6 qui prenait pas son médicament. Une personne sur 6 ? Donc, on se rend compte à quel point il faut les accompagner. Parce qu'en fin de compte, c'est pas forcément dit. Si elles n'ont pas d'écoute, elles vont l'arrêter parce que elles ont une qualité de vie médiocre. Et si on n'accompagne pas, voilà, parce que en agissant sur les bouffées de chaleur, en agissant sur l'impact psycho, et on sait que ça peut changer l'humeur, il y a plein de choses qui sont dues aux médicaments. Donc c'est vrai qu'en les accompagnant, en disant écoutez, on arrête 1 mois pour voir un petit peu ce qui est dû aux médicaments, ce qui est dû à votre vie, voilà. Et puis on reprend après, ou on reprend avec une autre forme. En fait, ça permet aussi que les patients se disent en fin de compte, c'est pas dans ma tête, quoi. Les effets secondaires, je les ai. Et des fois, moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, non, mais je vais reprendre. Au final, je suis rassurée. Oui. Parce que c'est pas différencié. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment les accompagner par rapport à tout ça. Et des fois, le fait de rien que de parler de certaines choses, ça lève des choses, quoi. Notamment, même sur le plan psychologique. Mais j'ai remarqué ça avec celles que j'ai en yoga. Quand on fait l'annonce, tout le travail de leur demander comment est-ce que je dors, comment est-ce que je mange, quels sont les aliments que j'aime, avant qu'on ne mette le traitement ou la radiothérapie, avant de faire ça, de prendre ce temps de... Non, en fait, quelles sont déjà mes habitudes de vie, qu'est-ce qu'elles ont déjà, ces habitudes sur l'impact sur mon corps, ma physiologie. Et après, de bien différencier, parce qu'effectivement, elles mélangent tout. Il y a comme un brouillard, une confusion qui s'installe et qui prend beaucoup de place, en fait. C'est ça, il y a déjà leur trajectoire de vie en amont. Et on s'en est rendu compte par rapport à l'étude Calico sur la qualité de vie du couple. C'est vrai que, bien entendu, la trajectoire de vie en amont, que ce soit par rapport au travail, par rapport au conjoint, par rapport aux enfants, par rapport aux parents, etc., ça a un impact fort. Une personne qui a une vie avec touchée par un problème génétique, même si c'est 5% des patients, mais bien entendu, si elle a perdu des membres de sa famille à cause d'un cancer, on aura vraiment une démarche et un accompagnement différent. Voilà, il faut vraiment le but, c'est pas de s'approprier de leur propre vie, mais c'est les accompagner par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu. Et de toute façon, on est là une fois de temps en temps dans leur vie. Donc aussi, c'est pour ça que j'aime bien moi avoir les proches. Parce qu'ils ont une autre vue, une autre présent, même si des fois ça peut impacter la relation. Mais des fois, on est témoin. Moi, je me souviens vraiment de situations où
où le fait d'être là, on est un peu comme le témoin de discussions, notamment... je me souviens d'une patiente qui avait eu une chirurgie totale du sein et qui n'avait pas, et ça faisait au moins un an qu'elle n'avait pas eu de rapport avec son conjoint et qui ne pouvait même pas la toucher. Oui. Et en fait, ce jour-là, on a beaucoup discuté de ça. Et en fait, elle a demandé, et c'était, moi, ça m'a beaucoup émue, c'est-à-dire qu'on s'est mis devant la glace. C'était à leur demande, hein. Wow. Et en fait, il a vu. Et après, donc, elle m'a rappelé en disant que ça y est, c'était reparti. Donc, il n'avait pas vu ce qu'il n'aurait pas, elle, voilà. De ce fait, ça a débloqué des choses. Des fois, les témoins, alors ça peut être le médecin traitant, ça peut être eux-mêmes qui débloquent, hein, mais et c'était pour se préserver l'un l'autre et c'était bienveillant l'un envers l'autre, mais lui il n'osait pas, elle n'osait pas lui demander. Oui. Et au final, vous avez fait un lien en fait. Et le fait qu'elle voit que lui ça lui faisait rien et qu'il pouvait toucher la paroi, et vraiment c'était très très émouvant. Ouais, on le voit là. On voit dans votre regard et tout. C'est ça aussi qui nous fait avancer, quoi. Ouais, c'est des moments magiques. et aussi, on parlait tout à l'heure du patient expert. Oui, tout à fait. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, on a besoin de nos patients pour qui soient aidants d'autres patients. Là, je me rends compte, là, je vous disais, j'ai été faire cours en Master 1 de STAPS, hein, donc c'est ceux qui font du sport avec l'APA. Voilà. Activité physique et en adaptée. fait, il y avait une 50aine d'étudiants et j'ai demandé à une de mes une patiente de venir et c'était très très bien parce qu'en fait j'ai fait 3 heures de cours, mais à chaque fois que j'abordais un effet secondaire des traitements ou un impact, et elle rebondissait, donc c'était vraiment super important et c'était très intéressant parce que de ce fait on voit que ça fait 10 ans, 15 ans que je fais ces cours, ça fait plusieurs années que je demande qu'il y ait quelqu'un. D'une part c'est super riche aussi pour nous deux, enfin et ça peut être des patients différents, hein, on change, mais c'est vraiment c'est très riche. Et c'est vraiment le patient qui a toute sa place là. Oui, dans l'apprentissage aussi de ses futurs professionnels. C'est ça. Qu'ils soient à l'écoute. Et alors on le voyait, ils sont très à l'écoute. Très très à l'écoute. Notamment tout ce qui est sous-estimé. On n'a pas parlé des difficultés cognitives, par exemple. Avec les traitements. Avec les traitements, les troubles de concentration, les pertes de mots, les pertes de repères, mémoire. Et ça, c'est très sous-estimé, même par la personne elle-même. La fatigue, il faut vraiment la dépister, puisqu'il y a des traitements. L'activité physique, c'est le traitement de la fatigue, tout à fait. Donc il y a plein de choses qu'il faut vraiment évaluer et qui a un impact fort sur la qualité de vie de la personne. Ouais. Puis c'est des évaluations qu'ils n'arrivent pas parfois à faire eux-mêmes parce qu'ils voient déjà tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Exactement. Et souvent les personnes se culpabilisent des fois et de ce fait il y a plein de non-dits pour pas en rajouter ou des fois l'attitude des enfants font que j'ose pas trop. Là j'ai vu une patiente hier qui me disait il a tendance à me titiller quand il voit que je suis un peu fatiguée. Ils peuvent en jouer. Hein, c'est vrai que donc il faut trouver la bonne attitude et aussi le conjoint par rapport aux enfants. Enfin c'est pas simple. Et donc là, quand une patiente a tous ces traitements qu'elle prend, si elle a un désir de grossesse, puisque on sait que ça touche des femmes qui sont plutôt vers l'âge de la ménopause, mais il y a aussi quand même des populations un peu plus jeunes. Ouais. Comment ça se passe dans ce cas-là? On fait des fenêtres thérapeutiques? Oui, c'est ça. En fait, on essaie... Alors, il y a une étude, justement, qui est actuellement en cours, qui va durer un peu, hein, bien sûr, parce que, en fait, l'idée, c'est de se dire, de toute façon, le choix... Alors, ça dépend aussi des situations du patient. Quand il y a des situations qui impactent aussi le traitement, c'est vraiment à discuter, mais il y a des personnes qui vont absolument vouloir arrêter les traitements le temps d'une grossesse. Alors après, il faut être aussi... par exemple, si vous avez induit une ménopause par la chimiothérapie, on essaie d'expliquer aux patients que on ne va pas arrêter l'hormonothérapie
parce que de toute façon, ça marcherait pas, puisqu'elles sont en situation de ménopause. Mais par contre, voilà, on essaie de les amener à faire quelques années d'hormonothérapie, de faire une fenêtre, d'avoir une grossesse spontanée ou bien par les ovocytes ou par l'embryon qu'on aurait préservé. Et puis, et après, ils reprennent. Et ça fait l'objet d'une étude clinique. D'accord. Dont on aura les réponses pas très tôt, hein, mais après, il y a des personnes qui souhaitent, et puis il y a la notion de l'âge aussi. C'est ça, c'est pour ça que je disais ça des fois. C'est très compliqué parce que des fois, on est limite par rapport à la PMA. Il y a des personnes qui vont ailleurs. Ouais, mais c'est toute une discussion qu'on a avec le couple, avec nos collègues de PMA, et pour trouver un bon compromis qui convienne à chacun. Et après, c'est le choix du patient. Elles peuvent arrêter combien de temps? 2 ans, 1 an? Ou vous avez une limite? En fait, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'on se donne une date. D'accord. Parce que du spontané, si on voit, alors on fait une évaluation, on fait une écho pour voir s'il y a déjà activité qui est corps déjà jaune, s'il y a rien du tout, franchement, ça sert pas. Enfin, on va pas leur faire. Je crois que le pire, c'est de leur faire miroiter des choses qui seraient utopiques. Quelqu'un qui, à l'évidence, n'a plus du tout d'activité ovarienne. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut stimuler, en fonction de l'âge, de savoir si on peut le faire ou pas, si elle est donc encore dans les clous. Non, c'est ça, c'est plein de problématiques, mais qui sont discutées en plusieurs fois. Hein. D'accord. Mais dans tous les cas, c'est écouté, c'est entendu, et puis de toute façon, après, c'est le patient prend la personne. La femme fait le choix avec son conjoint en ayant toutes les données. Oui. Après, c'est à elle d'estimer les prises de risque, voilà, les priorités, en sachant que voilà, c'est des. Oui, mais je pense qu'en étant très honnête, après, ça nous appartient pas la décision. Et des fois, on voit des décisions qui changent dans le temps avec les conjoints. Enfin. Mais c'est compliqué, Après, on peut les rassurer sur le fait de dire qu'une grossesse n'augmente pas le risque. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Parce que de risque de récidive, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on peut faire passer comme message. Après, on ne connaît pas sur le plan individuel, on ne sait pas. Peut-être déjà on enquiquine les gens avec un traitement dont ils n'ont pas besoin, ou au contraire le traitement va permettre qu'il n'y ait pas de récidive. Voilà, c'est ça. On n'en sait rien. C'est ça qui est compliqué. Incertitude. Donc on accompagne cette incertitude, quoi. Et est-ce que le cancer du sein, vous en avez ici chez les hommes ou pas? Oui, on a. Ouais. En fait, ça correspond à peu près à 1% de l'ensemble des cancers du sein. D'accord. Moi, je connais à peu près, j'ai une 10 à 15 monsieur. D'accord. Ouais. C'est complexe, pour nous. Oui. C'est complexe. Soit ça va très bien, Ce qui est la complexité, et on l'aborde vraiment franchement. D'accord. C'est que, on leur fait comprendre qu'ils ont de l'oestrogène, comme nous, on a un peu de testostérone, ils ont un peu d'oestrogène. Et en fait, les traitements sont quasiment les mêmes. Ah, d'accord. Voilà. Donc, mais des fois, c'est complexe pour l'homme de prendre un traitement qui est réputé à être un traitement anti-œstrogène. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc ça, il y a tout un travail à faire là-dessus. Après, ils le comprennent bien. Après, des fois, on sent qu'ils se sentent un peu tout seuls dans ce monde de femmes. Ah oui. Et, ils viennent aux réunions et tout, non? C'est compliqué, c'est compliqué parce que spontanément, l'attitude d'un homme est différente. On se rend compte par rapport à mon sport santé, là, ce qu'on a mis en place par rapport à l'activité physique, on a très peu d'hommes. Alors, il y en a beaucoup qui sont déjà sportifs de base. Hein. Oui. Et il y a aussi la notion de l'homme éventuellement porteur d'un gène génétique. C'est plus eux qui sont concernés ou pas spécialement? Oui, ça peut. Mais c'est aussi eux par rapport à leur descendance. Je me suis occupée d'une femme qui a eu un cancer du sein. Et à peu près 10 ans après, il y a son papa qui est venu. Et qui avait lui-même un cancer du sein. Ah, et en fait, ça a été, alors qu'il savait que ça venait de lui. D'accord. Et en fait, le fait il y a eu un boomerang terrible en disant mais c'est de ma faute. Oui. En fait, il avait ses 2 filles qui étaient touchées par un cancer. Et
mais c'était vraiment une famille assez exceptionnelle, hein, qui vivait voilà, la situation comme il fallait. Mais le fait d'être lui-même, de se rendre compte de par quoi ces filles étaient passées. On a dû vraiment travailler sur cette culpabilité, alors qu'il est pour rien, le pauvre. C'est comme ça fait. Mais oui, c'est des dimensions. Après aussi des répercussions, hein, notamment j'ai eu un monsieur que j'ai rencontré, mais pour la première fois au moins 2 ans après son traitement. Et en fait, le traitement lui donnait des problèmes d'érection. Et en fait, il n'avait jamais osé en parler. Parce qu'il se dit, de toute façon, il faut que je le prenne, donc c'est comme ça, c'est la vie comme ça. Et en fait, quand je lui dis, écoutez, on va arrêter, on verra si ça va mieux, et on va en donner un autre. Et au final, tout a remarché. Et après, je me dis, mais c'est quand même bête d'avoir attendu 2 ans. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut savoir aborder les choses sans tabou, quoi. Parce que après, il prend pas, mais là, c'est vrai, le fait d'aborder spontanément la question de sa vie intime, sa sexualité, je pense qu'il l'avait jamais vraiment évoqué. Hein. Et c'était un comme sujet, une honte, avec déjà la maladie, et puis ça en plus. Ça, et avec son épouse, peut-être pas non plus. Ou mais ouais, c'est des choses, en fait, il faut réussir à aborder tout. Ils veulent, on en parle ou on n'en parle pas après. C'est un sujet ou c'est pas un sujet, mais dire qu'on est prêt à en parler et qu'on est toujours disponible, je crois que c'est super important. Ah oui, on en parlera tout à l'heure avec l'épisode sur la sexualité. Et est-ce que vos patientes vous parlent des thérapies complémentaires spontanément, ou est-ce que c'est vous qui abordez le sujet ? On a intérêt à en parler. On a intérêt à en parler parce que d'une part, tout le monde ne le dit pas. Ouais. Si ils sentent qu'on n'est pas à l'écoute de ça, ou on est un peu réfractaire. Par contre, on a vraiment intérêt à en parler parce qu'il peut y avoir des interactions avec les médicaments, notamment l'hormonothérapie, ce qui fait que l'hormonothérapie n'est plus active ou est moins active. Donc si on n'en parle pas au départ, c'est un peu dommage, parce qu'en plus les patients, si un jour on vient leur dire qu'ils ont déjà pris 3 ans de traitement, c'est une espèce de grosse angoisse, quoi, en disant mais zut, est-ce que c'est de ma faute ? Donc vraiment aujourd'hui ça fait partie de nos questions systématiques. Ah, super. Alors peut-être qu'il y en a qui nous cachent quand même, hein, ça, c'est possible. Mais le fait d'avoir une consultation avec aussi une infirmière, je pense qu'il y a des choses qui seront peut-être abordées avec l'infirmière, qui seront peut-être moins avec certains médecins. Oui. Moi, je l'aborde parce qu'on aborde un peu tout, mais il y a certains médecins qui sont peut-être qui vont pas aborder l'ensemble, parce que c'est logique, hein, on n'est pas forcément à l'aise avec tout non plus. Ce qui est important, je pense que c'est, même si on parlait de la sexualité, si on se sent pas à l'aise par rapport à ça, dire que on peut envoyer la personne pour en discuter avec une personne qui voilà, je pense qu'il faut donner des liens et pour dire j'ai bien entendu, mais je vous envoie la bonne personne. Il y en a certains que vous contre-indiquez ou que vous ne conseillez pas, ou c'est... Ouais, on a quelques-uns, je vais pas vous donner la liste, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, hein. Comme le millepertuis, enfin, il y a pas mal, ouais. Alors maintenant, c'est vrai que on leur dit vraiment sincèrement, par rapport demandez aux pharmaciens. Ah oui, comme ça, mais sinon, nous, on a un point de vigilance, hein, on a un truc avec les interactions. Donc, on peut leur dire, ou si on sait pas le jour même, parce que des fois, il y a des choses qu'on connaît pas du tout. Et donc, on va faire une requête, pour voir s'il y a pas d'œstrogène, s'il y a pas de, voilà. Mais c'est vrai que c'est super important. Et est-ce que votre vision de la femme, elle a évolué depuis que vous exercez ici, prend 3 ans déjà ? Alors, la femme et la femme qui a un cancer du sein. Parce qu'en fait, la pathologie cancer du sein, c'est souvent des femmes qui sont très acteurs de leur santé quand même. Franchement, et qui sont en demande d'accompagnement. Donc on n'a pas du mal à leur proposer des choses. D'accord. C'est-à-dire certaines, on va devoir aller les chercher. Notamment, moi, je milite vraiment pour que ceux qui ont le plus besoin, c'est ceux qui vont pas spontanément se plaindre. Même par rapport à l'emploi, ou quand on n'est pas bien,
on est sur le plan social ou sur le plan psy et qu'on est un peu dépressif, etc. C'est ceux-là qu'il faut aller aider parce qu'ils iront pas aux ERC, ils iront pas s'ils habitent même au niveau géographique. Oui. On a quand même des déserts aussi au niveau des accompagnements. Et pour ces personnes-là, il faut mettre aussi. C'est pour ça qu'on a mis en place des séances aussi par visio. On a fait un programme d'activité physique à regarder. Donc, ils regardent quand ils veulent. D'accord, oui. Et on a fait des programmes par Zoom, enfin, pour adapter, pour que tout le monde puisse en faire. Mais je pense que la femme alors, est-ce que je vois une progression Est-ce que ça vous touche, ces femmes? Ça a changé quelque chose sur votre regard de la femme en général? Moi, je suis très admirative. Très admirative de la personne touchée, mais aussi des proches. On a fait aussi l'accompagnement des proches. Enfin, des fois, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui le comportement de chacun change et les priorités changent, le sens de la vie change. Et des fois, on peut. Il y a des couples qui vont se rapprocher parce qu'en fin de compte, ils vont aller ensemble vers le même but. Il y a des personnes qui ont du mal à se comprendre après, et même les enfants. Je pense qu'il y a vraiment. Mais aujourd'hui, c'est quand même nettement moins tabou. On en parle plus. On a beaucoup plus grâce aux soins de support. À cette dimension vraiment multiprofessionnelle, on est tous les maillons d'une chaîne et on apporte tous d'une façon différente, mais il y a pu, et heureusement, moi ce qui m'agaçait un peu, c'était le côté hiérarchique, quoi. Le grand patron a dit que, et puis après tout le monde se taisait. Aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de maillon, enfin voilà, le patient au cœur, et on a tous quelque chose à apporter. Du même niveau. Enfin, moi, je milite dans l'équipe qu'on a montée. On n'est pas, voilà, c'est chacun a vraiment quelque chose à apporter. Vous êtes une femme qui milite pour que la femme soit au centre. C'est ça. Et l'homme aussi. Et l'homme aussi. Pour une forme d'égalité dans le parcours de vie de chacun. Complètement. Et si je vous dis canapé, ça vous fait penser à quoi? Canapé? Oui. Tranquillité, relaxation. Ah, super. Merci beaucoup, Dr Van Lemans, pour ce moment de partage. Et on va faire l'autre épisode sur la sexualité. J'ai hâte de vous écouter. Merci bien. Merci aux auditeurs et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. Merci au Studio Schmooze. À bientôt pour un prochain épisode. Libère des mots.